Donc ce soir, on fait la dernière conférence qu'on avait proposée sur le don de gamètes. Donc on avait fait une première réunion sur devenir parent via le don de gamètes. La semaine dernière, on a fait une autre réunion sur les donneurs et les donneuses de gamètes. Et là, ce soir, on fait une réunion avec Audrey et Arthur Kermalbesen sur bioéthique et don de gamètes. Alors, on laisse encore un tout petit peu de temps. Et puis ensuite, moi, je vais me présenter pour les gens qui découvrent pour la première fois. Et puis après, je donnerai la parole à Audrey et à Arthur pour qu'ils se présentent. Et ensuite, il y aura aussi une PowerPoint qu'Audrey et Arthur ont réalisé pour vous parler un peu du don de gamètes et dans le cadre de la loi de bioéthique. Et ensuite, si vous avez des questions, il y a un tout petit espace en bas qui s'appelle Q&R. Donc, vous pouvez poser vos questions par écrit ici. Et ensuite, on y répondra. Donc, généralement, Audrey et Arthur, ce qu'on fait, c'est que moi, je lis les questions et puis comme ça, vous êtes tranquille pour y répondre. Okay. Donc, on y va. Donc, bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Donc, moi, je m'appelle Virginie Rio. Je présente. Je suis la cofondatrice de l'association Collectif BAMP, donc une association qui regroupe des personnes infertiles et stériles qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation en intraconjugale ou avec don de gamètes. Et ce soir, donc, on accueille Audrey et Arthur. Donc, Audrey, elle a écrit un livre en 2014 qui s'appelle Mes origines, une affaire d'État. Et Arthur, toi, tu as écrit un livre en 2019 qui s'appelle Le Fils avec Charlotte Trottmann. Vous êtes les cofondateurs de l'association Origine. Et voilà. Et je vous laisse la parole pour vous présenter. Alors, en fait, j'ai eu 2 bouquins, puisqu'on est dans la séquence promo. Donc, le premier bouquin, c'était Né de spermatozoïdes inconnus. Ouais. Donc, c'était du temps où en fait, c'était le premier livre de témoignage en Europe de quelqu'un conçu par des méthodes de procréation médicalement assistée avec un donneur de gamètes anonyme qui disait qu'il y avait des axes d'amélioration certains. Et puis, effectivement, j'ai retrouvé mon donneur. Je suis le premier Français en fait à avoir retrouvé mon donneur. Donc, il y a eu un deuxième livre qui s'appelle Le Fils. Et on est en train de travailler en ce moment à l'écriture du scénario pour le cinéma. Voilà. Oui, Voilà. Donc moi, je suis Audrey Kermalbesen. Moi, j'ai découvert à 29 ans que j'étais issue d'un don de gamètes. Avant ça, je m'étais spécialisée en droit de la bioéthique et je suis devenue avocate. Et donc, à 29 ans, j'ai découvert que j'étais issue d'un don de gamètes. J'ai cherché à avoir des informations sur mon donneur et j'ai cherché surtout à ce qu'on pose la question à mon donneur, est-ce qu'il souhaitait rester anonyme ou est-ce qu'il était d'accord pour qu'on lève son anonymat à mon égard. Et on m'a tout refusé, les données non identifiantes, y compris le fait de savoir si Arthur, qui était à l'époque mon futur mari, et moi étions issus du même donneur. Et donc j'ai perdu tous mes recours, sauf, et là je suis devant la Cour européenne des droits de l'homme qui devrait trancher ma requête au cours du premier semestre 2021. Tu peux expliquer quel était le fond de ta requête? Le fond de ma requête, donc, c'est qu'on pose la question à mon donneur, souhaite-t-il ou non rester anonyme, et est-ce qu'on peut me donner accès à des informations dites non identifiantes, comme le fait de savoir si mon frère et moi, nous étions issus du même donneur, parce qu'a priori, c'est ce qu'il avait été dit à mes parents, mais mes parents n'ont jamais eu la certitude. Et donc voilà, donc je suis la première personne à avoir introduit des recours devant les juridictions françaises en 2010. Et puis ça a suivi son cours jusqu'au Conseil d'État en 2015. J'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme en 2016. Et depuis 2016, la Cour européenne attend de trancher ma requête parce qu'il y a beaucoup d'engorgement devant cette juridiction. Et ça devrait être fait, donc premier semestre 2021. Oui, parce que Audrey est obligée d'épuiser toutes les voies de recours internes pour aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et le but, c'était simplement d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme en disant est-ce qu'on peut arrêter de répondre à la place des gens, poser simplement une question à un donneur. En fait,
Tout cela parce que on estimait au regard du droit français que les données non identifiantes, elles sont pas leur divulgation n'est pas interdite par la loi française si on a une lecture des textes, puisque la seule chose qui est protégée, c'est l'anonymat, donc le nom du donneur. Et en ce qui concerne le nom, nous, on demandait juste que la question lui soit posée et s'il disait non, bien, on respectait sa décision. En revanche, s'il était d'accord pour que son identité ne soit dévoilée, bien voilà. Et moi, je n'ai pas retrouvé mon donneur via un test ADN. En revanche, je me suis rendu compte qu'une des personnes pour laquelle j'avais plaidé devant les juridictions françaises, qui était comme moi conçue par un don de gamètes, issue de la même banque de sperme que moi, était en fait ma demi-sœur, enfin, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, qu'elle était issue du même donneur que moi. Là, je m'en suis aperçue grâce à un test ADN. Arthur a retrouvé son donneur via un test ADN. Moi, j'ai fini par faire un test ADN au bout de 7 ans de procès infructueux, donc en 2017, parce que je ne voulais pas m'y résoudre. C'était un procédé illégal, donc ça me posait problème. Et puis, voyant que ça n'avançait pas, j'ai voulu le faire. Et ça m'a permis de savoir que mon frère, et celui avec lequel j'ai été élevée, était biologiquement mon frère à 100%. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais du coup, ça me donne quand même une petite idée de mon donneur, puisque mon frère est un garçon et que j'imagine du coup à travers lui un peu les traits de mon donneur. Et puis, j'ai découvert que il y avait plusieurs personnes, on était 4 issus du même donneur. Lorsqu'on a fait le test, on était 10 personnes à faire un test et on était 4 du même donneur. Voilà. Bon, bah, du coup, Audrey a presque dévoilé tout le film, donc il n'y a plus besoin de payer vos places. C'est gratuit, c'est pour vous. Bon, en gros, il y a celui qui retrouve et celle qui ne retrouve pas, alors que c'est elle qui a trimé. Voilà. Bon, c'était pas prévu. Bon, on va passer à la présentation, on efface tout. Et... Voilà. Là, en fait, on va juste faire un truc un peu. On a essayé de balayer le projet de loi bioéthique qui est en gestation encore. Si je peux... Attends, je vais juste. Je partage mon écran, Audrey, comme ça tu vas. Vas-y. Et donc, on a essayé de pointer ce qui pourrait vous intéresser dans la loi de bioéthique. C'est bon, tu vois l'écran, Audrey? Super, c'est parfait. Donc, c'est toi qui tourne? Oui, bah, tu me dis. Et... D'accord. Oui, j'ai juste oublié de vous préciser, donc l'association Origine que nous avons fondée avec Arthur, c'est une association qui s'adresse à toutes les personnes qui sont en recherche de leurs origines, les personnes issues d'un don de gamètes, mais aussi les personnes qui sont nées sous X, par exemple. Et cette association, elle comporte aussi des donneurs, des parents qui ont recours aux dons de gamètes et des personnes qui ont son tissu. Mais notre lien, c'est effectivement la question des origines, en tout cas l'accès à des informations sur le donneur ou la donneuse ou à des données non identifiantes les concernant. Avec une volonté tout le temps de faire des propositions. C'est-à-dire que critiquer pour critiquer, ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de poser sur la table des choses qui soient opérationnelles et qui conviennent aux parents, aux donneurs, aux enfants, Exactement. aux médecins, aux scientifiques, aux politiques, à la société, etc. Bref, que ce soit compatible, en fait, sociétalement parlant. Voilà, et donc on est partenaire de l'association BAM, puis on est partenaire aussi de l'association Maman Solo, donc, qui concerne les femmes qui ont recours à la PMA en solo. Où en est-on du projet de loi de bioéthique? On revient de loin, parce qu'en fait, le dépôt du projet de loi de bioéthique date de juillet 2019, mais avant ça, donc, il y a eu les États généraux des lois de bioéthique en 2018, une première lecture à l'Assemblée nationale à l'été 2019, ensuite première lecture au Sénat, deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Ça s'est fait et donc on attend la seconde lecture au Sénat qui devrait intervenir a priori au mois de mars 2021, en tout cas très vraisemblablement au cours du premier semestre 2021 pour un vote définitif de la loi qu'on imagine soit fin juin, soit au cours de l'été 2021. Et l'entrée en vigueur des dispositions que contient ce projet de loi, ce sera donc soit au lendemain de la promulgation de la loi, soit un an après, soit à compter d'une date fixée par décret, et ça, on va y revenir en détail. Donc, l'une des avancées majeures de ce projet de loi, c'est, en tout cas ce qu'on a beaucoup entendu dans les médias, c'est l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes en solo. Le projet de loi dit femmes non mariées, donc ça concerne également les femmes en couple mais qui ne sont pas mariées.
Cette PMA est ouverte à toutes les femmes à compter d'un âge qui sera fixé par décret après avis de l'Agence de la biomédecine. Et le projet de loi prévoit qu'on prendra en compte les risques médicaux et l'intérêt de l'enfant à naître pour fixer les critères d'âge. Avant de recourir à l'AMP, donc, comme actuellement, il y aura des entretiens, mais là, le projet de loi précise que ces entretiens devront avoir lieu avec une équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire qui devra comporter au moins un psy, donc psychiatre, psychologue ou infirmier ayant une compétence en psychiatrie, éventuellement extérieur au centre s'il n'y en a pas en interne. Et s'ils l'estiment nécessaire, ils pourront recourir au service d'une assistante sociale. Les objectifs des entretiens, donc c'est comme actuellement vérifier la motivation, mais également le projet de loi comporte le terme d'évaluation médicale. C'est également d'informer les demandeurs à l'AMP des possibilités de réussite, des effets secondaires, des risques, de la pénibilité et des contraintes de la PMA. Les informer des modalités d'accès à l'identité des donneurs et aux données non identifiantes concernant ces donneurs. Informer les couples des conséquences en cas de rupture ou de décès de l'un d'eux. Si le médecin qui a conduit les entretiens estime qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de l'enfant à naître, d'imposer un délai de réflexion supplémentaire, autrement dit de retarder, voire éventuellement sans forcément de délai maximal, retarder ou reporter la PMA, il peut le faire. Il doit en revanche, si les demandeurs le lui demandent, expliquer les motifs de ce report ou de ce refus. Et ça doit être communiqué par écrit. Alors, tout demandeur à l'AMP se verra remettre un dossier guide avec tous les textes, les lois, les décrets sur l'AMP, un descriptif des techniques, mais également les textes sur l'adoption et les adresses des associations concernées en matière d'adoption, une information sur l'accès aux données non identifiantes et l'identité du donneur et l'adresse des associations concernées. Donc, vous aurez peut-être l'adresse de l'association d'origine. Les demandeurs seront... Alors, il est dit dans le projet de loi que les demandeurs sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d'informer l'enfant avant sa majorité de ce qu'il est issu d'un don. Cette mention-là, elle figure lorsque le texte de loi évoque le dossier guide. Donc, j'imagine qu'à l'intérieur du dossier guide, il y aura une petite phrase qui vous dira pensez à réfléchir à la façon dont vous comptez dire à votre enfant qu'il est issu d'un don de gamètes. Il serait préférable de le dire avant sa majorité, etc. Mais aujourd'hui, le texte prévoit juste ça, donc on ne sait pas exactement quelle forme ça prendra. Ce sera probablement précisé ensuite par un décret. Ce dossier guide devra également comporter une étude sur, je cite, les désordres médicaux causés par l'AMP chez les enfants et les femmes. Donc, j'imagine qu'il doit s'agir probablement des éventuels effets secondaires des traitements, peut-être en cas d'ICSI, les quelques effets qu'on peut avoir de transmission, voilà, de transmission de certaines pathologies. Enfin, voilà. En tout cas, c'est ce que prévoit le projet de loi. En cas d'AMP réalisé à l'étranger avant le vote de cette loi, on nous dit que seuls les embryons qui ont été conçus avec des principes qui respectent les nouvelles règles, c'est-à-dire l'accès aux origines, la gratuité, etc., pourront rentrer en France et sous réserve d'une autorisation de l'Agence de la biomédecine. Autrement dit, si vous avez commencé un parcours de AMP à l'étranger, vous ne pourrez pas faire revenir vos embryons ou oui, vos ovocytes s'ils ont été ponctionnés. Non, pardon, les embryons, que s'il y a effectivement un accès aux origines pour le donneur avec lequel vous avez conçu vos embryons. Ce qui est déjà le cas maintenant. Oui, c'est déjà le cas maintenant, mais pour ceux qui ont, par exemple, moi je pensais aux femmes en solo qui auraient commencé un parcours à l'étranger, ne pourront pas faire revenir leurs embryons. En ce qui concerne la filiation, donc quand on ouvre l'AMP au couple de femmes,
le législateur a imaginé qu'il était nécessaire de créer une nouvelle modalité d'établissement de la filiation, ce que nous ne pensions pas nécessaire, mais ils ont créé un nouveau terme. Mais en réalité, ce qu'ils ont prévu ressemble beaucoup à ce qui existait auparavant. Donc, ils ont appelé ça reconnaissance conjointe anticipée pour les couples de femmes. Autrement dit, comme actuellement, les couples hétéros vont chez le notaire avant l'AMP pour consentir à devenir les parents de cet enfant, fût-il issu d'un don de gamètes. Eh bien, pour les couples de femmes, ça se passera exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'un couple de femmes ira chez le notaire pour dire voilà, on a un projet parental, on veut accueillir un enfant issu d'un don de gamètes et on s'engage à en être les mères de manière irrévocable. Et ça s'appellera, pour les couples de femmes, reconnaissance conjointe anticipée, ça s'appelle consentement notarié à la PMA pour les couples hétéros, mais ça a à peu près les mêmes effets. Ils ont également prévu, pour ceux qui avaient d'ores et déjà fait une AMP à l'étranger, ou qui avaient fait une AMP à l'étranger, qui pourront, mais dont l'enfant n'a pas de lien avec les deux mères. Il a un lien avec la mère qui a accouché, mais pas avec l'autre, pour éviter à l'autre de recourir à la procédure d'adoption. Il est également prévu donc, que ces femmes qui sont parfois plus en couple puissent se rendre chez le notaire pour faire valoir qu'elles sont toutes les deux à l'origine du projet parental et qu'elles deviennent du coup, qu'elles fassent une reconnaissance a posteriori de l'enfant. Donc, l'autoconservation des gamètes, c'est la deuxième grande avancée de ce projet de loi. Donc, ça concerne des personnes majeures, mais l'âge sera fixé par décret. Donc, lors d'une ponction des ovocytes en vue d'une FIV, il sera également proposé de réaliser une autoconservation des ovocytes dans le même temps. Seuls les établissements publics ou les établissements privés à but non lucratif pourront procéder à l'autoconservation des gamètes. En revanche, dans les départements qui sont démunis d'établissements publics ou privés à but non lucratif, on pourra, sur dérogation du directeur général de l'ARS, on pourra autoriser les établissements privés à but lucratif à procéder à ces activités-là. Cette autoconservation des gamètes, elle ne sera prise en charge par la sécurité sociale que pour les assurés atteints d'une pathologie risquant d'altérer leur fertilité ou devant subir des soins ayant les mêmes effets. Autrement dit, les autoconservations de gamètes dites de convenance ne seront pas prises en charge par la sécurité sociale. Alors ça, on est assez content parce que c'est quelque chose qu'on avait, sur lequel on a pas mal travaillé. D'ailleurs, c'est surtout Virginie qui avait proposé cet amendement. Il nous tenait à cœur non seulement d'améliorer la PMA, mais aussi de prévoir un grand plan de lutte contre l'infertilité. Alors, ce qu'on a obtenu, c'est qu'un arrêté conjoint des ministres de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Recherche et de l'Écologie définira les mesures nationales et pluriannuelles d'organisation concernant la prévention, l'éducation du public, l'information sur la fertilité masculine et féminine, la formation des professionnels de santé, la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d'infertilité, notamment comportementales et environnementales. Donc ça, c'est très large. Nous, on imaginait surtout faire de la prévention dans les écoles, mais a priori, c'est tellement une mesure vers le parapluie, donc j'ai l'impression qu'on pourra y mettre pas mal de choses, et notamment cette prévention auprès des jeunes publics. Alors, le sujet qui nous tient à cœur en particulier, c'est l'accès aux origines. Donc, le projet de loi prévoit deux choses. Un accès aux données dites non identifiantes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? L'âge du donneur. Ensuite, ils ont indiqué l'état général du donneur tel qu'il le décrit au moment du don. Autrement dit, cette disposition, elle est assez curieuse parce qu'on va peut-être simplement apprendre que le donneur se sentait bien le jour où il a donné.
puisque c'est lui qui doit décrire dans quel état il se sent en général au moment du don. On aurait préféré quelque chose de plus précis, comme par exemple ses antécédents médicaux tels qu'il les déclare. Mais surtout qu'on sait que ce sont des informations qui sont recueillies par les sécos. On a compris que le législateur était ennuyé par ce terme d'antécédents médicaux parce que pour eux, antécédents médicaux, ça veut dire que ça devient une donnée de santé et comme ensuite toutes ces informations-là vont figurer dans un grand fichier, c'est pas soumis à la même réglementation quand il s'agit d'une donnée de santé. Et donc, en gros, c'est pour un problème administratif on se retrouve avec cette formulation bizarre qui a priori va pas remplir ce qu'on souhaiterait, c'est-à-dire l'état général du donneur tel qu'il le décrit au moment du don, qui entre nous va pas nous apporter grand-chose de savoir qu'il se sentait bien le jour où il l'a donné. Enfin, c'est sympa de le savoir, mais c'est pas l'essentiel de ce qu'on souhaiterait. Ensuite, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle du donneur, pays de naissance et les motivations rédigées par lui. Là-dessus, c'est pareil, j'ai envie de dire, il y a peu de chances qu'il écrive la raison profonde pour laquelle il a donné. Il y a de fortes chances quand même que ce soit quelque chose d'assez light en disant, voilà, j'ai donné par altruisme pour aider des couples. On se doute que, en tout cas, 99% des donneurs écriront quelque chose de cet ordre-là. Alors, ces données non identifiantes, elles seront accessibles aux parents. Et ça, c'est une grande nouveauté. On est ravis parce qu'on a beaucoup milité pour ça. Tous les bénéficiaires d'une AMP avec don pourront obtenir, s'ils le souhaitent, à compter de la naissance de leur enfant, des données non identifiantes auprès de la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur qui sera mise en place par la future loi. Ça, c'est important parce que, donc c'est pour ça qu'on aimerait bien qu'il y ait les antécédents médicaux, parce que même pour le suivi de votre enfant, si vous avez recours au don de gamètes, ce serait intéressant de savoir, de connaître les antécédents médicaux des donneurs. Et ce sera accessible aussi aux personnes conçues à l'aide d'un don à partir de leur majorité. C'est un double intérêt en fait d'informer les parents, c'est non seulement de leur permettre un suivi médical approprié de leur enfant, et c'est également si leur enfant à l'adolescence, par exemple, a des questionnements sur son donneur, eh bien, ils disposeront de certaines informations dites non identifiantes et donc ils pourront, s'ils décident d'informer leur enfant de son mode de conception, accompagner cette révélation de quelques éléments d'information sur le donneur. Et ça nous semblait très important. Et donc également l'accès à l'identité des donneurs. Donc, c'est différencié selon que l'AMP avec don a lieu avant ou après le vote de la loi. On sait que tous les futurs donneurs, à compter d'une date fixée par décret et au plus tard, au premier jour du 13e mois, donc en gros 1 an après la loi, donc à partir de septembre 2022, si on souhaite donner, on doit accepter d'être identifiable pour l'enfant qui est issu de mon don à compter de sa majorité. Seuls les candidats au don qui acceptent ce principe peuvent effectivement être acceptés comme donneurs. Pour ceux qui ont donné jusqu'à présent, donc depuis les années 70 jusqu'à la veille de la loi, les personnes qui sont issues de ces donneurs-là, si elles souhaitent connaître l'identité de leur donneur sera contacté de manière discrète et on leur posera la question, souhaite-t-il ou non rester anonyme et accepte-t-il ou non de transmettre des données non identifiantes les concernant? Ils peuvent dire oui, ils peuvent dire non. S'ils disent non, leur décision est respectée. Et ils peuvent dire oui pour l'identité, dire non pour l'identité et dire oui simplement pour les données non identifiantes, par exemple les maladies survenues depuis le don. Mais ces donneurs d'hier et d'aujourd'hui pourront également contacter d'eux-mêmes la commission ad hoc qui s'appelle Commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité pour faire savoir qu'ils sont d'accord pour transmettre leur identité ou des données non identifiantes en cas de future demande d'une personne issue du don et également pour faire savoir que s'il reste des gamètes issus de leur don, ils sont d'accord pour que ces gamètes continuent à être utilisées après le vote de la loi. Autrement dit, à destination
des femmes en solo, des couples de femmes, et avec cette modalité d'accès aux origines aux 18 ans de l'enfant. Donc, alors là, il y a un gros point sur l'entrée en vigueur de ce qu'on appelle l'accès aux origines. On sait donc au plus tard, 1 an après le vote de la loi, donc a priori septembre 2022, seuls les donneurs qui accepteront que leur identité soit connue en cas de demande de l'enfant pourront donner. En revanche, il y a une grosse inconnue quant à l'entrée en vigueur de ce nouveau régime, puisqu'il demeurera possible de concevoir des enfants avec des gamètes ou des embryons recueillis dans l'ancien régime. Autrement dit, ça, on nous dit que ce sera jusqu'à une date fixée par décret, et à la différence de toutes les autres dispositions, là, il n'est pas prévu jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard, 1 an après le vote de la loi. Là, c'est jusqu'à une date fixée par décret, mais on ne sait pas si ça peut être éventuellement 5 ans après le vote de la loi. On pourra continuer à concevoir des enfants avec les cuves actuelles de gamètes. Autrement dit, lorsque l'enfant à sa majorité voudra connaître l'identité du donneur, eh bien, la réponse sera oui ou non. Donc, ce n'est pas parce que vous concevrez votre enfant après le vote de la loi avec un don de gamètes que votre enfant sera assuré de pouvoir connaître ses origines. Donc, il y aura une discrimination entre les enfants. Si on utilise l'ancienne cuve, en fait, ce qu'on a compris du législateur, c'est qu'il voulait au maximum créer donc un nouveau stock de gamètes. Donc, dès septembre 2022, ils vont recevoir des gamètes de donneurs dits ouverts, c'est-à-dire identifiables, mais ils veulent aussi épuiser le stock de gamètes existant, enfin épuiser en tout cas, ils ne veulent pas passer ils veulent continuer à pouvoir utiliser le stock de gamètes existant tant qu'ils n'auront pas constitué un stock suffisant de donneurs ouverts. Et c'est pour ça qu'il est important, si vous avez été donneur de gamètes et si vous êtes d'accord pour que vos gamètes continuent à être utilisées après le vote de la loi, de contacter de vous-même la commission ad hoc pour faire savoir et pour que vos gamètes, en fait, basculent dans l'autre cuve, dans la nouvelle cuve. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. En sachant qu'Olivier Véran avait proposé une solution, c'était de rappeler tous les anciens donneurs en double aveugle. Selon ses estimations, il doit y en avoir 10 000 à rappeler. Donc 10 000, on prend 3 CDD de 3 mois, on prend un téléphone et puis on rappelle. L'idée de rappeler en double aveugle, c'est de dire, voilà, on ne sait pas s'il reste des paillettes dans les cuves. On ne sait pas si vos gamètes ont permis de générer la naissance d'enfants. On ne sait pas s'il y a des enfants qui cherchent à vous connaître, mais comme la loi change, est-ce que vous accepteriez, vu que la loi change, d'être identifié, et est-ce que vous acceptez en gros les nouvelles conditions de la loi? En fonction de la réponse, on comprendrait que la personne est favorable à l'accès aux origines et donc ça serait plus facile de le contacter. Et puis surtout, ça serait plus facile de préserver les gamètes qui resteraient, pourquoi? Parce que ça a été fait au Portugal et il y a 70% des donneurs qui ont maintenu leurs dons et 90% des donneuses qui ont maintenu leurs dons aussi. Donc ça permettrait de faire le tri entre ceux que ça dérangerait, ceux que ça ne dérangerait pas, et donc il n'y aurait pas de problème de stock ou de pénurie pour répondre à la nouvelle demande, notamment des mamans solo et des couples de femmes. Voilà, donc après les prochaines échéances, donc, je vous l'ai dit, donc le vote de la loi de bioéthique, il y a ma requête devant la Cour européenne des droits de l'homme qui va probablement être tranchée soit juste après, soit juste avant. En fonction, la France sera ou non condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Si c'est juste après, ce que je pense quand même beaucoup plus probable, la France ne sera pas condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, et tant mieux. Mais on aurait eu la petite satisfaction personnelle d'avoir fait un peu bouger les choses de ce côté-là. Et donc, la loi de bioéthique, elle doit être révisée en principe 7 ans plus tard, donc 2028, mais ne nous leurrons pas, jusqu'à présent, depuis 1994, donc les lois de bioéthique devaient être révisées tous les 5 ans.
donc en 1999, puis finalement ça a été en 2004, donc 10 ans plus tard. Puis encore, c'était encore un délai de 5 ans, donc ça aurait dû être 2009, et puis finalement ça a été 2011. Là, bon, ce sera peut-être 2028, peut-être que ça va changer. En tout cas, ils vont mettre en place comment dire, une mission parlementaire qui va faire de la veille sur tous les sujets de bioéthique. Donc, il y aura plus ces échéances qui seront très concentrées avec plein de sujets, parce que c'est un peu ce qu'on peut reprocher aux révisions de loi de bioéthique, où il y a plein de sujets qui s'entremêlent, parce qu'il y a l'AMP, mais il y a aussi, là, il y a beaucoup de dispositions qui n'ont rien à voir. Et qui sont un peu passés à la trappe parce que médiatiquement, on entend surtout parler de l'ouverture de l'AMP. Il y aura plus ce millefeuille-là puisqu'on pourra de manière permanente faire appel à cette structure parlementaire qui va être dédiée au suivi des projets de loi de bioéthique. Cette loi de bioéthique, qui n'est pas encore votée, doit être ensuite évaluée dans les 4 ans qui suivent son adoption par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et puis, cette loi de bioéthique, elle prévoit la remise de différents rapports. Donc, dans l'année qui suit la promulgation de la loi 2022, il devra y avoir un rapport qui sera remis au gouvernement et qui sera, pardon, un rapport du gouvernement remis au Parlement qui sera relatif à la structuration des centres d'AMP, à leur taux de réussite et à l'opportunité d'une évolution structurelle. Donc ça pourrait quand même faire bouger les choses et c'est très rapidement après le vote de la loi, donc c'est en 2022. Donc si vous avez des choses à faire remonter, ce sera très important de le faire savoir à BAMP, bref, de faire remonter ces informations-là. Dans les 2 ans, en 2023, il y aura un rapport sur l'état des stocks de gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers. Donc là-dessus, j'espère qu'on aura justement, on pourra éventuellement mettre en place le rappel automatique des anciens donneurs pour faire en sorte que leurs gamètes basculent dans la nouvelle cuve s'ils sont d'accord, pour éviter ce délai d'attente. En 2025, un rapport sur les conséquences de la reconnaissance de l'accès aux origines sur le nombre de dons de gamètes et d'embryons, sur l'évolution du profil des donneurs et sur l'efficacité des modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité des donneurs. Alors ça nous semble extrêmement important aussi, parce que les exemples étrangers ont démontré qu'a priori, lorsqu'on ouvre l'accès aux origines, il n'y a pas de diminution du nombre de dons de gamètes, mais encore faut-il s'en assurer en France. L'évolution du profil des donneurs, c'est aussi des études qui, jusqu'à présent, faisaient état effectivement d'une modification d'un profil des donneurs plus âgés. Et donc, on verra si c'est le cas aussi en France. Et sur l'efficacité des modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité des donneurs. Alors là, effectivement, on verra. Nous, on pense qu'il sera peut-être temps à ce moment-là que le législateur français, si ça n'a pas bougé d'ici là, ouvre les yeux sur la réalité des tests ADN en France parce que tout ça, c'est joli sur le papier. Sauf qu'il est fort à parier que lorsque les personnes qui vont naître d'un donneur identifiable auront 18 ans et seront en âge de saisir la commission d'accès aux données non identifiantes, les tests ADN se seront tellement généralisés, c'est tellement un mouvement de fond actuellement que peut-être ces dispositions ne serviront plus puisqu'il y aura d'autres moyens d'accéder à l'identité des donneurs. Bon, merci. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage de mon écran. Donc, on revient là. Bon, merci Audrey pour cette synthèse de 3 ans de travail. Hein. Presque. Oui, 3 ans, je crois. Oui, c'est ça, depuis 2018. Alors, est-ce qu'il y a des gens ont des questions? Alors, si les gens n'ont pas tout de suite de questions, moi, je vais avoir des questions. Donc, les questions, vous pouvez les poser par écrit. Hein. Voilà. Moi, j'avais une question sur donc les parents qui auraient des enfants via un don de gamètes. Les parents pourront eux aussi contacter la commission
commission de l'Agence de la biomédecine pour avoir les informations médicales, ou est-ce que les informations médicales, elles seront obtenues par un autre biais? Alors, en fait, les parents pourront contacter la commission dès la naissance de l'enfant pour avoir accès aux données non identifiantes. Les données non identifiantes telles qu'elles sont listées aujourd'hui, c'est âge, état général du donneur tel qu'il le décrit au moment du don, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, pays de naissance et motivation rédigée par lui. Mais le texte prévoit également que ces données non identifiantes devront être précisées par décret. Et moi, j'aimerais beaucoup, effectivement, qu'il soit dit beaucoup plus clairement que dans ce qu'on appelle état général du donneur tel qu'il le décrit au moment du don, il y ait effectivement les antécédents médicaux. Parce qu'on nous dit que les données non identifiantes recueillies par le donneur peuvent être actualisées par ses soins. Mais c'est dit à un endroit qui n'est pas le bon endroit dans le texte. Autrement dit, ça n'a pas été bien inséré dans le projet de loi et du coup, ce n'est pas très clair que ça couvre justement l'état de santé du donneur. Donc j'espère que soit le Sénat va retoiletter un peu le texte pour que ce soit un peu plus évident et un peu plus certain que ce soit interprété de cette façon-là, soit ce sera dit plus clairement, je l'espère, dans le cadre du décret qui doit suivre. Là, actuellement, à l'étranger, quand les gens font un parcours d'AMP avec don à l'étranger, on leur donne la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la taille. Dans certains pays et dans certains centres, le niveau d'études, les hobbies. Il y a certains centres aussi qui proposent des photos. Donc voilà, la France, en fait, on a vu les choses un peu autrement, en fait. Mais la France, ils ont toujours eu très peur de la sélection des donneurs sur catalogue. Mais en fait, c'est vrai que quand on y réfléchit, moi j'ai choisi mon mari. Oui, aujourd'hui, on se disait finalement les Français choisissent leurs partenaires parfois en boîte de nuit. Est-ce que c'est pas il n'y a pas encore plus de dimensions qu'un catalogue qui est en 2 dimensions? Finalement, un être humain, il est en 7 dimensions et on le choisit quand même. Un catalogue géant quand on se balade dans la rue, dans un centre commercial ou quand on va à une soirée. Et donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas une énorme hypocrisie là-dedans? En réalité, j'espère que les gens se choisissent quand même un peu. Oui, parce que quelque part, on comprend la crainte qu'il y a derrière. Hein. C'est la crainte du dérive hygiéniste. On peut l'entendre, mais c'est vrai que d'imaginer qu'on ne fait jamais de choix, justement, dans nos rencontres, dans nos choix de partenaires. On fait des choix sur des critères. Non, par contre, il y a physiques, des banques de sperme qui proposent de vérifier la compatibilité HLA. Par exemple, en Espagne, la compatibilité HLA, c'est la meilleure compatibilité génétique. Est-ce que ça, c'est de l'eugénisme? J'ai entendu Axel Kahn dire que ça l'était selon lui. Voilà. Dans certains centres qui proposent des donneurs et des gamètes de donneurs et de donneuses à l'étranger, il y en a certains où il y a des catalogues où les patients, les futurs parents font des choix, mais il y a aussi beaucoup de centres où on a cette information-là après, en fait. Tu vois, les professionnels te demandent la photo de ton conjoint et ils proposent des donneuses ou des donneurs qui correspondent, selon leurs critères, le plus au couple. D'accord. Mais c'est pas le couple qui choisit. D'accord. Alors, il y a plusieurs mais ça serait intéressant de poser la question. Ouais, ça serait intéressant de poser la question aux parents de savoir ce qu'ils auraient préféré. Oui. Parce que, par exemple, quand j'ai parlé des modifications du texte de loi, le truc qui a le plus intéressé mon père, c'était de dire tiens, mais ça c'est bien qu'on puisse avoir des informations sur le donneur quand même. Nous, ça nous aurait quand même aidé à comprendre un peu nos loulous. Bon, ça aurait peut-être pas répondu à plein de trucs, mais on aurait pu être un peu rassuré sur certains points. Je dis oui, mais tu sais, il y a l'accès aux origines, ça fait 15 ans qu'on est là-dessus. Il me dit oui, non mais d'accord, mais bon, moi je connais mes origines, je comprends ta démarche, mais ça, je trouve ça vraiment bien. Un peu déçu, moi, mais bon, voilà.
Alors, il y a des questions. Je ne comprends pas. Au SECOS, on nous a dit qu'on pourrait, si nécessaire, avoir les antécédents médicaux et ou les éventuelles maladies que le donneur ou la donneuse ou ses enfants auront pu avoir. Cela est donc faux? En fait, C'est vrai et faux. En fait, en l'état actuel, c'est pas ce que dit le texte. Le texte dit que les parents pourront accéder à des données non identifiantes, et les données non identifiantes, ce que dit le texte aujourd'hui, c'est l'âge, l'état général du donneur tel qu'il le décrit au moment du don. Alors, reste à savoir si le décret va préciser que dans l'état général du donneur tel qu'il le décrit au moment du don, il y a aussi ses antécédents médicaux. Et aujourd'hui, Audrey, dans le texte aujourd'hui, je pense qu'on a la possibilité d'avoir accès à des informations si notre enfant qui naît d'un don développe une maladie. Oui, alors ça, c'est quelque chose… Oui, tout à fait. Ça, en fait, là, aujourd'hui, dans les textes actuels, c'est autre chose. Effectivement, dans les textes actuels, le médecin des receveurs peut accéder à des informations non identifiantes sur les donneurs en cas de nécessité, aujourd'hui on dit nécessité pathologique, qui concerne l'enfant ou le receveur, donc la femme. Il peut accéder à des données non identifiantes, voilà ce que dit le texte, sur le donneur. Et dedans, on inclut du coup les antécédents médicaux, mais ça, on l'inclut, c'est pas écrit comme ça dans les textes. Le texte dit juste données non identifiantes, c'est dans le code de la santé publique. Mais ça, c'est uniquement en cas de pathologie. Aujourd'hui, on nous dit en cas de nécessité pathologique. Ouais. Demain, ce sera une nécessité médicale puisqu'ils ont modifié la façon de formuler les choses. Donc, autrement dit, nécessité médicale, c'est dès lors que le médecin estime que c'est nécessaire. Donc, c'est moins… nous, on voulait justement modifier cette terminologie. C'est quelque chose qu'on demande depuis la dernière révision de la bioéthique parce que ça couvre aussi la possibilité d'avoir des informations à titre préventif et pas seulement lorsqu'il s'agit de soigner. Oui, parce qu'il faut dire que vous êtes engagé sur ce combat-là depuis 20 ans. Arthur, depuis un peu 2006 et moi 2010. Moi, je ne savais pas avant que j'étais issue d'un don de gamètes. J'étais passionnée par la bioéthique, mais je ne savais pas que j'étais tombée dedans quand j'étais petite. Je l'ai appris à 29 ans. Alors, il y a une dame qui nous dit qu'elle a donné ses ovocytes en 2017 et en 2018. Si je refuse qu'on me contacte par la suite quand la loi sera passée, mes ovocytes qui n'auraient pas été utilisés deviennent inutilisables. Alors, oui et non. Oui et non. Comme ils ont mis en place ce double système de cuves, ils vont commencer à constituer la nouvelle cuve avec que des gamètes de personnes qui acceptent d'être identifiées. Mais dans l'intervalle, après le vote de la loi, on va continuer à utiliser jusqu'à une date fixée par décret. Et là, on ne sait pas très bien quand, mais je pense que ça veut dire dès que la nouvelle cuve sera pleine, en gros, dès que le stock de gamètes ouvert sera suffisant, on pourra, donc jusqu'à cette date, on va continuer à utiliser les gamètes qui restent de l'ancien régime. Donc, vos ovocytes, madame, on continuera à les utiliser si, dans l'intervalle, on n'a pas constitué le nouveau stock suffisant. Mais si on constitue rapidement le nouveau stock suffisant, vos ovocytes, eh bien, on ne pourra plus les utiliser. Si vous refusez les nouvelles conditions. Si vous êtes d'accord avec les nouvelles conditions et que vous êtes d'accord pour faire connaître votre identité, alors vous basculez tout de suite dans la nouvelle cuve et donc tout va bien. Mais j'ai compris que votre question, c'était si je refuse de faire connaître mon identité. Si vous refusez de faire connaître votre identité, il y a un risque, puisqu'on ne sait pas quand la nouvelle cuve sera constituée, que vos ovocytes deviennent inutilisables, effectivement. Voilà, il y a une question simple. Je vais faire congeler mes ovocytes mercredi dans le cadre d'une préservation ovarienne. Je suis célibataire. Est-ce que je vais pouvoir avoir accès aux dons de sperme après le vote de la loi? Ben oui. Alors, et après les entretiens médicaux, etc., l'évaluation médicale, éventuellement par une assistante sociale, il y a quand même tout le processus qu'on a rappelé au début.
Mais si tout ça est rempli, il n'y a pas de raison. Alors, une question pour Audrey. Vous vous êtes spécialisée en bioéthique avant de connaître votre mode de conception. Est-ce un hasard pour vous? Si c'est une scène du film, on n'en parle pas. Je pense que c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'inconscient. Je crois plus beaucoup au hasard depuis quelque temps, mais non, je pense que c'est au fond de moi, je devais peut-être me douter de quelque chose. En tout cas, ça m'a bien servi. Alors, je n'ai pas compris la question des embryons qu'on ne peut pas ramener de l'étranger. En général, les embryons sont dans l'utérus des femmes au moment de passer des frontières. Je ne vois pas d'autres cas de figure. Bah si, si, il peut y avoir des embryons congelés qu'on fait venir pour une transplantation, enfin pour une implantation en France. Mais effectivement, si on fait ça comme ça, à mon avis, ça simplifie pas mal les choses. Si on se rend à l'étranger. Après, si dans le pays où on est, la législation est identique à celle de la France, c'est-à-dire accès à des données identifiantes ou non identifiantes, là, il faut quand même demander l'autorisation pour déplacer les embryons, mais ça pourra se faire. C'est juste si les deux législations ne sont pas exactement identiques. Donc, ça, c'est bon. Qu'en est-il pour les dons d'embryons pour les femmes célibataires avec la nouvelle loi? Donc, recevoir un don d'embryon. C'est ça la question. Je pense. Est-ce que vous allez pouvoir recevoir un don d'embryon en France? Je pense que c'est ça la question. Ben oui. La loi de bioéthique, de toute façon, elle va permettre que toutes les techniques qui sont dans la loi puissent être réalisables pour les couples hétéros, pour les femmes en couple lesbien et pour les femmes seules. Donc, le don d'embryon comme le don de sperme. Exactement. Ce qui est ajouté dans la loi aussi, c'est le double don, qui aujourd'hui en France n'est pas autorisé. Dans la loi, dans le projet de loi actuel, le double don était autorisé puisque l'article 1 tombe, celui qui disait qu'il fallait que l'AMP en France ne peut se faire qu'avec les gamètes d'au moins un des deux membres du couple. Oui, tout à fait. Vu que cet article-là, le double don est autorisé, donc ça veut dire qu'on prend le sperme d'un donneur et les ovocytes d'une donneuse pour un autre couple ou une femme seule. Oui, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a plusieurs cuves. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein de cuves. Oui, je sais. C'était pour simplifier. Hein. Alors, j'ai pas d'autres questions là. Pourquoi les donneurs et les donneuses doivent donner leurs antécédents médicaux? Je peux expliquer pourquoi. Oui. Vas-y. Non, mais je crois que ce n'était pas une question. C'était juste, elle disait, mais du coup, est-ce qu'effectivement on peut avoir accès aux antécédents médicaux? Sinon, pourquoi on les demande aux donneurs? Parce que c'est la même personne qui avait dit, mais nous, au SECOS, on nous a dit qu'on pourrait accéder. En fait, effectivement, on sait que c'est une pratique depuis des années. Les SECOS recueillent les antécédents médicaux. C'est pour ça que la loi, pour le moment, est mal rédigée, puisque ça ne semble pas couvrir ce type d'informations-là. Bon. Parce qu'à l'heure actuelle, le seul texte effectivement qui prévoit qu'on puisse accéder aux informations médicales concernant les donneurs, c'est en cas de pathologie chez l'enfant ou le receveur. Alors, où en êtes-vous de votre projet de plateforme pour mettre en lien les donneurs avec les personnes issues de leurs dons? Les donneurs et les donneuses avec les personnes issues de leurs dons. Alors, c'est une bonne question. Par où commencer? On s'est concentré sur les tests ADN parce qu'on s'est rendu compte que la plateforme, c'était le 2e ou le 3e étage de la fusée. C'est-à-dire que si on veut mettre en contact des gens sans se tromper, c'est-à-dire
bien mettre la bonne progéniture en face du bon donneur, il fallait quand même réaliser un test ADN. J'en veux pour preuve que la présidente nationale des SECOS avait dit, moi, je ne mettrai pas en contact sans un test ADN à l'appui parce que je ne peux pas me fier uniquement sur du déclaratif, c'est trop grave, quoi. Voilà. Et donc, on a concentré nos efforts sur les tests ADN. Donc, on a fait une tribune que vous pouvez aller voir sur le site de l'association Origine, qui est soutenue par pas mal de personnalités, presque la totalité des associations nés sous X, parce que les nés sous X font énormément de tests ADN. Faut dire qu'ils ont 2 fois plus de chances de retrouver. C'est un autre sujet, mais ils utilisent le même outil. Ils retrouvent très vite. Bon, voilà. Bon, je ne vais pas vous parler des nés sous X tout de suite parce que ça va être trop long. Mais en gros, pour la plateforme, nous, on pense que c'est toujours un bon outil. On peut vous expliquer pourquoi. On n'en parle pas beaucoup en ce moment parce qu'encore une fois, on se concentre sur les tests ADN. C'est un bon outil parce que… Est-ce que tu peux juste dire ce que ça serait Oui, la plateforme? oui. En fait, ça serait une plateforme où le donneur qui est d'accord et la personne issue de son don aussi serait mise en relation, mais dans un premier temps de manière anonyme. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que 90% des anciens donneurs avaient des profils où déjà, ils avaient probablement été pour l'anonymat. Donc, ça serait bien de leur proposer un lieu d'échange anonyme puisqu'ils sont déjà d'accord avec ça. Ensuite, il y a pas mal d'étudiants en médecine qui ont donné ou des médecins. Donc, ce sont des gens qui comprennent que l'information médicale doit pouvoir circuler. Pour autant, est-ce qu'on veut rentrer en relation il faut que cette directe? information-là puisse vraiment circuler. Voilà, c'est important. Et ça, eux, ils sont capables de le comprendre. Par contre, est-ce que leur famille est au courant qu'ils ont donné? Est-ce qu'ils sont prêts socialement, familialement à en parler, à aller plus loin? Pas forcément, mais ça peut faire du bien aux enfants d'entendre les raisons ou l'histoire du don de cette personne-là, qu'ils puissent l'exprimer. Parce que pour nous, ce qui fait notre humanité, c'est quand même notre parole. C'est-à-dire que… Et l'idée, c'est que toutes les informations et que la parole puisse circuler, mais sans forcément être contraint de donner l'identité, parce que ce n'est pas le même engagement, ce n'est pas la même démarche. Voilà. Après, je ne vous cache pas qu'il y a quand même une idée précise derrière la plateforme, c'est d'inciter les donneurs réfractaires à accepter quelque chose de socialement d'abord acceptable et qu'ils acceptent d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance de l'identité, mais aussi de s'arrêter là où pour eux, c'est la limite et ils ne peuvent pas aller plus loin. Oui, mais c'est aussi parce pour nous, que ça fait vraiment du sur-mesure. nous, on s'est mis à la place des donneurs et on sait que, on me dirait, les donneurs ne savent pas combien de personnes sont issues de leurs dons. Et d'ailleurs, ça, c'est un des regrets qu'on a, c'est qu'on n'a pas réussi à faire maintenir une disposition qui avait été votée, à savoir qu'un donneur puisse savoir au moins si des personnes sont nées de leurs dons et combien sont et de quel sexe. Ça nous semblait être un minimum d'informations à donner aux donneurs. Et bien ça, on nous a dit non, c'est pas l'objet du projet de loi. Le projet de loi, il est tourné sur l'enfant, c'est pas le donneur, on va pas tout mélanger. Donc déjà, on a obtenu que les parents puissent avoir quelques infos. On était contents. Et pourtant, on nous avait dit non, c'est que l'enfant. Donc, on a bataillé pour ça, mais le donneur, malheureusement, ne saura pas si des enfants sont nés de leur don. Et donc, le donneur qui ne sait pas s'il y a 10 personnes nées de leur don ou une ou aucune, il n'a pas forcément la même réaction pour faire savoir s'il veut faire connaître son identité ou pas. Ce n'est pas la même chose si on décide de dévoiler notre identité à 10 personnes ou à 2. Et puis, il a peut-être besoin de savoir dans quel état d'esprit les personnes qui le recherchent sont. Est-ce qu'elles sont dans, je sais pas moi, en pleine crise d'ado, complètement fâchées avec leurs parents? Est-ce qu'elles sont dans une quête affective? Bref, moi, je me mets à leur place. J'aime bien savoir un peu à qui j'ai affaire avant de tout lâcher. Et bref, et donc, on trouvait que c'était intéressant de pouvoir nouer un dialogue anonymement dans un premier temps et plus si l'envie vient en fait. Si ça se passe bien et que les deux sont d'accord. D'ailleurs,
Marie-Joëlle Gros qui nous a posé la question avait appelé ça le mythique du don, mais c'est exactement ça. Enfin, on a eu un parlementaire ensuite qui nous a parlé du team don. Voilà, c'est pas pour faire des rencontres amoureuses, mais c'est pour une rencontre. Et cette rencontre, il faut savoir un peu à qui on a affaire en face, puisque ne nous leurrons pas, quand on a l'identité de quelqu'un, on peut très facilement entrer en contact avec lui. Donc c'est un peu illusoire de dire on a accès à l'identité, mais attention, c'est pas de droit à la rencontre. Oui, mais de fait, quand on connaît l'identité de quelqu'un aujourd'hui avec les réseaux sociaux, sauf s'il s'appelle Dupont, on peut facilement le retrouver en fait. Donc ça sera la plateforme, ce sera de toute façon, c'est pas dans le cadre de la loi que ça se joue. C'est au niveau des mesures réglementaires, mais effectivement, si on veut quelque chose de vraiment efficient, il faut qu'on obtienne la légalisation des tests ADN. Donc c'est pour ça qu'on se concentre surtout là-dessus en ce moment aussi. Parce que ça ne concerne pas que le don, là, en l'occurrence. Cette question, elle revient souvent chez les personnes infertiles qui envisagent de recourir au don. C'est si mon enfant peut avoir accès à des informations identifiantes, il ne va plus être mon enfant. Il va me quitter, il va aller vers cette donneuse, ce donneur. Ça, c'est une question. Oui, alors c'est vrai que nous, on peut rassurer les gens là-dessus. Nous, on fait vraiment la distinction entre le donneur et les parents. Et alors déjà, juridiquement, les parents sont protégés. C'est-à-dire qu'aucun lien de filiation ne pourra jamais être établi entre le donneur et l'enfant. Si c'est le père qui est stérile, à aucun moment, sa paternité pourra être désavouée d'une manière ou d'une autre. Et même chose pour la mère qui a eu recours au don d'ovocytes. Et de toute façon, nous, enfin, de l'expérience qu'on a quand même, ça fait 15 ans maintenant qu'on est dedans. Moi, j'ai jamais rencontré personne me dire je cherche mon donneur parce que je cherche un père de substitution. À aucun moment, même ceux qui ont perdu leur père, qui n'ont fait la confusion entre le donneur et le père ou la mère, parce que c'est une donneuse. Mais on a moins de retours sur les dons d'ovocytes. Mais par ailleurs, les jeunes nés d'un don ou les adultes nés d'un don peuvent avoir besoin d'avoir des informations, peuvent avoir besoin de savoir qui est cette personne qui a donné. Bien sûr. Et donc, ce que vous proposez là permettrait ça, dans un cadre… Oui, et sans forcément accéder à l'identité. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte aussi qu'autour de nous, il y a des personnes qui sont conçues par don de gamètes qui ne veulent pas forcément connaître l'identité du donneur, mais qui ont quand même besoin de certains éléments d'information, notamment les antécédents médicaux, mais aussi qui pourraient satisfaire d'une photo du donneur jeune. Et du coup, c'est ce que permettrait aussi cette plateforme, c'est que la personne issue d'un don de gamètes ne veut pas nécessairement rencontrer le donneur ou connaître son identité, parce que parfois ils sont dans une sorte de conflit de loyauté avec leurs propres parents, justement. Ils ne se sentent pas autorisés à s'intéresser au donneur. Et pour autant, ils ont quand même besoin de quelques bribes d'informations pour pouvoir au moins se le représenter. Et donc, c'est aussi ce que permet cette plateforme. Okay. En sachant qu'on mise beaucoup sur le fait que le fait que les parents puissent avoir des informations sur le donneur, ça serait quand même de nature à permettre, à faire en sorte que les parents puissent s'approprier cette personne et la restituer. Et bref, que chacun puisse l'approprier. Parce que là, c'est tel que la question est posée par toi, Virginie, on a l'impression que, en gros, la crainte des parents, c'est qu'ils quittent. C'est un peu mes chers parents, je pars. Oui, c'est super triste en fait. Alors que non, en fait, le donneur vit quand même à travers les enfants. Il est de toute façon là en nous. Moi, quand j'ai retrouvé mon donneur, quand je l'ai vu, je me suis dit ok, bon, je comprends pourquoi j'ai ces yeux-là. Par contre, en discutant, j'ai aussi compris que le regard que j'ai sur la vie, sur le monde, c'est clair, ça vient pas de mon donneur du tout. Donc ça aussi, il faut l'entendre. C'est que ce que les parents transmettent aux enfants, c'est gigantesque à côté de… bref, voilà.
Mais c'est comme pour. Enfin, d'ailleurs, on a quand même le retour sur l'adoption. Il y a beaucoup d'enfants adoptés qui, un jour, éprouvent le besoin de retrouver, oui, de rencontrer leurs parents de naissance, parents biologiques, et pour autant, ils ne sont pas en train de désavouer leurs parents adoptifs. Et c'est ce qu'on se disait avec Arthur. Retrouver ses origines, ça fait vraiment du bien quand on en a été privé, quand ça a été, parce que ça vient apaiser une souffrance, mais ça peut aussi, c'est aussi parfois une façon d'aller chercher très loin le plaisir de rentrer chez soi et du coup de se dire, bah tiens, j'ai tel donneur, mais j'ai tel parent et finalement je suis pas trop mal tombée, voilà. Non, c'est très intéressant. Alors, il y a eu des questions pendant qu'on parlait. À votre connaissance, y a-t-il beaucoup de personnes issues de dons qui ont retrouvé leur donneur ou leur donneuse via les sites de tests ADN ces dernières années? Ouais, énormément. On connaît très peu de personnes qui n'ont pas encore trouvé. Que ce soit des personnes issues d'un don de gamètes ou nées sous X, en fait, les tests ADN permettent pratiquement à tout le monde de retrouver. C'est fulgurant et j'en connais même qui ont des débuts de match intéressants. Ils peuvent démarrer une enquête généalogique, mais qui ne le font pas forcément parce qu'ils ne sont pas forcément prêts. Et rien que le fait que ce soit interdit, c'était odieux pour eux, mais maintenant que c'est possible, ils se reposent la question et c'est là que c'est intéressant, finalement. Donc tout le monde ne va pas au bout de la démarche. Par contre, je ne connais pas de gens ou très peu, qui sont bloqués véritablement dans leur recherche. Mais il y en a qui mettent pas mal de temps avant de faire un test ADN. Oui, on connaît beaucoup de gens. Je comprends parce que nous, on a mis. Il y a beaucoup de gens qui commandent le test, qui le laissent sur la cheminée, qui le regardent. Ça dure 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, 9 mois. Puis au bout d'un moment, ils se disent, bon, allez, il faut que j'y aille. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas de match, qui n'ont pas de correspondance ADN alors qu'ils ont un résultat. Et puis, 1 an, 2 ans plus tard. Ou 2 mois. Alors, il y a une question. Comment s'est passée votre rencontre avec votre donneur et quelle est votre relation aujourd'hui? Alors, j'ai le cœur qui se lève quand on me pose la question. C'est peut-être long à raconter. Non, alors, non, oui, c'est long. Alors, il faudrait aller voir le film voilà. d'abord. Voilà. Question suivante. Non, je plaisante. En fait, non, je plaisante. En fait, il y a un gros biais dans ma rencontre avec le donneur, c'est que comme je savais que j'étais le premier, j'ai presque tout fait pour que ça se passe vraiment bien, parce que je me suis dit, mon donneur, lui, ne s'en rend pas compte, mais comme c'est le premier donneur à avoir été retrouvé, il a un rôle. Faut qu'il montre la voie aux autres donneurs. Donc, il faut qu'il soit cool, faut qu'il soit sympa, qu'il soit ouvert, il faut que ça se passe bien et tout le temps, et à toutes les étapes. Bon, ma chance fait qu'il a joué le jeu et que sur ce point-là, il est sympa puisque quand il a reçu le courrier que j'avais confié à ses voisins, il l'a reçu le 23 décembre, il m'a appelé le 25 décembre à 10h, donc déjà il voulait que ce soit un peu joli, même si moi j'ai trouvé ça un peu déplacé qu'il m'appelle le jour d'une fête de Noël qui est plutôt familiale. Je me suis dit, quand même, il aurait pu attendre, je ne sais pas, le lendemain. Bref. Donc moi, je n'ai pas été très sensible à cette démarche, mais pour lui, c'était important. Il voulait faire les choses bien. Donc maintenant, comment ça s'est passé? Moi, avant de le voir, on a instauré de s'appeler tous les samedis à 10h. Ce qui d'ailleurs n'était pas évident pour Audrey qui ne me retrouvait pas, parce que j'étais dans la pièce d'à côté en train de parler à mon donneur pendant qu'Audrey cherche le sien, quoi. Donc c'est quand même… voilà. Mais donc, on a mis plusieurs mois avant de se rencontrer parce que je voulais être sûr aussi que les choses soient claires dans sa tête. Ma mère est psychanalyste, donc j'ai des restes. Je voulais que le cadre soit posé, qu'ils comprennent bien que… Et c'est souvent dans la tête des donneurs que c'est moins clair, finalement. Et c'est pour ça qu'on veut que le profil des donneurs change. C'est qu'on veut des donneurs qui comprennent le sens du don. C'est pas devenir un père, c'est pas ça. Et donc, il a dû fournir cet effort. J'en veux pour preuve qu'un jour, je lui dis, mais comment on doit… est-ce que je dois… est-ce qu'on se tutoie? Est-ce qu'on se vous voit? Il me dit, bon, alors, je t'interromps tout de suite.
on va se dire tu m'appelles Gérard et moi je vais t'appeler mon bébé, gros blanc. Alors, j'ai super peur. Il me dit enfin, si tes parents sont d'accord. J'ai dit mais c'est moi qui suis pas d'accord. C'est une blague. Tu cherches. Ah, Audrey, on t'entend pas. Attends, on t'entend pas. Ce qui est drôle avec cet exemple-là, c'est qu'en fait, nous, on a été dans une recherche. Il a toujours. Attends. Je t'entends pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, j'entends Arthur, mais Audrey, ça, quand tu commences à parler, le son, je sais pas, il. Ah là, c'est bon. Oui, Toi, là? oui, c'est bon. Oui, donc ce que je disais, c'est juste que c'était drôle parce que effectivement Arthur a recherché son donneur pendant des années et donc il a eu le temps de se préparer parce qu'il a toujours su qu'il était issu d'un donneur. Et donc pour lui, la place du donneur, elle était très claire. Mais en fait, quand Gérard a été retrouvé, pour lui, c'était tout nouveau et pour lui, il avait donné pour un bébé, donc il avait encore un peu l'image du bébé. Et donc c'est aussi pour ça, il l'avait encore jamais vu quand il lui a dit ça. Donc, il ne voyait pas le grand vieillard que c'était. Mais ça pour dire qu'effectivement, c'est plus trouble de son côté parce qu'effectivement, il ne se prenait pas pour un père, mais il s'est dit si cette personne-là me recherche, c'est peut-être qu'elle est en recherche d'un père. Et donc, il a fallu lui expliquer un peu tout ça, que non, c'était vraiment juste pour savoir qui était le donneur. Et maintenant, il l'a bien compris. En tout cas, ce qui est très beau pour clore le sujet, c'est que mon donneur m'a dit bon, t'as vu, je suis sympa, je t'accueille bien, mais du coup, j'ai quelque chose à te demander en échange. J'ai dit d'accord. Et il me dit voilà, écoute, je suis un petit peu brouillé avec mes enfants, donc si tu peux m'aider à faire en sorte qu'on se rabiboche et que ça se passe bien. Donc voilà, j'ai accepté cette mission. Et c'était assez touchant parce que finalement, c'est un homme qui aide qui aide un couple à devenir parent, à fonder une famille, et je le revois, et là, il me demande de l'aider à reconstituer sa famille. Donc, à redevenir parent, voilà, d'une certaine façon. Ouais, c'est chargé en émotions et en échanges humains. C'est ça. Alors, et comment nommer les enfants nés d'un même donneur-donneuse? Vous parliez tout à l'heure d'une demi-sœur, en quelque sorte. Oui, parce que biologiquement, c'est une demi-sœur biologique. C'est vrai qu'il faut rajouter biologique, quoi. D'accord. Alors, avez-vous une idée de la durée entre un don d'ovocytes et l'appariement avec une receveuse? Là, c'est compliqué parce qu'on n'est pas médecin et je pense que c'est plutôt des questions médicales. Désolé, on ne peut pas répondre. Oui, il faudrait. Et puis, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. des critères justement phénotypiques. C'est ça, oui. Si c'est une donneuse qui a des caractéristiques phénotypiques très rares, à mon avis, les ovocytes vont être utilisés très rapidement après le don. Oui. Alors, je suis atteinte d'une pathologie génétique, prémutation du X fragile. Est-ce que je peux bénéficier d'un don de sperme ou d'embryon avant le vote de la loi en étant célibataire? Ah bah non. Non, parce que la PMA ne se fait en France que dans le cadre d'un couple hétérosexuel. Pour l'instant, c'est ça. C'est ça. La seule chose qui peut être faite, c'est une préservation de la fertilité. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si une pathologie. Mais si c'est juste une mutation génétique et qu'il n'y a pas de traitement altérant la fertilité, je ne suis pas certaine. Non, je ne crois pas. Parce qu'en fait, on peut préserver sa fertilité si on va subir un traitement qui la menace ou si on a une pathologie de type endométriose profonde ou des choses comme ça qui peuvent menacer la fertilité, mais une mutation, une pathologie génétique, je ne sais pas. Je pense que dans ce cas-là, il faudrait demander à un médecin. Alors, on va répondre aux dernières questions. Et les donneurs retrouvés par test ADN ont-ils fait la démarche purement pour retrouver les enfants nés de leur don? Ont-ils fait la démarche, pardon? Est-ce qu'ils ont fait la démarche de faire un test ADN juste pour retrouver les enfants nés de leur don? Certains oui, mais la plupart en fait n'ont pas fait de test ADN, mais des personnes de leur famille ont fait des tests ADN et par recoupement généalogique, les personnes retrouvent
l'identité du donneur et il le contacte. Et à notre connaissance, ça s'est toujours bien passé. Je pense que en fait, les gens font des tests ADN pour savoir, enfin, de façon récréative, comme c'est dit partout, parce qu'ils ont envie de savoir pourquoi, d'où est-ce qu'ils viennent sur la planète, de quel pays ils sont originaires. Enfin, c'est plutôt la majorité des gens font des tests ADN dans cette perspective-là, pas dans la perspective pour le de- fun. Oui, enfin, c'est surtout en complément de la démarche généalogique aussi. Voilà, c'est ça. D'accord. La généalogie, c'est le deuxième passe-temps préféré des Français, paraît-il. Alors, la dame précise, il y a une baisse de la fertilité associée à mon X fragile, taux d'AMH à 0,64. Et ben moi, je dis, il faut aller voir un médecin spécialisé en AMP qui pourra faire un bilan très précis avec vous et qui pourra vous dire si votre situation médicale rentre dans le cadre d'une préservation de la fertilité. Alors, eh ben, on a répondu à toutes les questions. J'ai oublié de dire quelle relation j'avais avec mon donneur actuellement. Donc en fait, il a un certain âge et il me reroute plein de mails avec des blagues, des photos de ses amis et tout ça. Donc 2 à 3 fois par jour, je reçois des mails un peu bizarres, mais sympa quoi. Genre la vie est belle. Puis là, on tombe sur un PowerPoint qui nous montre des photos de lacs avec un coucher de soleil. Voilà, Gérard est comme ça. On s'appelle de temps en temps, mais pas tout le temps. Et c'est sympa quoi. Je reçois des petites cartes postales. J'ai juste vu qu'il y avait une dernière question. Oui. Puisque vous êtes tous les deux issus d'un don de gamètes, pouvez-vous donner vos gamètes et l'avez-vous fait? Alors non, nous ne l'avons pas fait. Moi, je m'interdis un peu de le faire. Je le déconseille à mon mari. Voilà, c'est ma femme qui non veut pas, pas. non pas qu'on ne soit pas, non mais non pas qu'on soit pas, comment dire, Altruiste. parce que c'est grâce à la PMA avec donneur qu'on est là, donc on est les premiers à trouver ça génial, le don. Le problème, c'est qu'on a pas mal de demi-frères et sœurs biologiques dans la nature qu'on n'a pas tous identifiés. Et ces personnes-là ne sont pas forcément au courant qu'elles sont issues d'un don de gamètes. Et donc, ça veut dire que nos enfants pourraient ensuite se rencontrer. Et donc, comme il y a ces inconnus-là, si on donne, nous, de notre côté, et qu'on permet la naissance de 10 enfants, il y a un risque de consanguinité accru lorsqu'une personne issue d'un don de gamètes donne ses gamètes, à la différence des personnes qui ne sont pas issues d'une PMA. C'est vrai que statistiquement, les personnes conçues par PMA ont plus de demi-frères ou demi-sœurs dans la nature que le citoyen lambda. Depuis 2004. Mais nous, on a été conçus à une époque où il n'y avait pas de limite légale au nombre d'enfants qu'on pouvait faire avec un même donneur. Ouais. Et dans le centre où moi j'ai été conçue, les donneurs étaient rémunérés. Ouais, donc dans le doute, on essaye d'épargner l'humanité génétique. C'est ça. Alors, il y a encore 2 questions qui arrivent. C'est quoi le premier passe-temps des Français, Arthur? La généalogie. Oui, non, mais ça c'est le deuxième. Le premier, c'est le porno. Le premier, c'est la pornographie. C'est une excellente question. J'ai pas osé. Alors, il y a quelqu'un qui demande à quand la sortie du film? Ah, je sais pas. Je ne sais pas encore. Qui vivra verra. Qui vivra verra, oui. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Merci. Oui, merci. Merci. Ça nous a permis une belle révision de la loi de bioéthique. Voilà, ça nous permet de voir des gens sans masque. C'est un luxe en ce moment. Oui, mais bon. Ouais. Et puis, si vous avez d'autres questions, posez-les à Virginie. On fera une liste. Voilà. Et puis, on se refait ça. Avec plaisir. Il y a encore des questions. Alors, c'est pour dire merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, mais voilà, c'était très intéressant. Et puis, c'est... Merci. Merci. Avec plaisir. Plein d'informations utiles et bonne soirée à vous. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci pour tout, Virginie.
Merci Merci à beaucoup. vous. À Au bientôt. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.